ça disconnecte du monde entier. Je serai normalement moins long qu'au congrès du siècle. Mes chers et mes chers camarades, recevez par ma voix le salut fraternel du comité régional et des 6 unions départementales qui le composent. Une fois de plus, nous avons à faire face à l'histoire. Une fois de plus, la CGT sera là, debout, pour rassembler les travailleuses et les travailleurs et ne pas subir la marche folle du capitalisme guerrier. Notre rassemblement est porteur d'un seul message que tous doivent entendre. Les fomenteurs de guerre et de malheur trouveront toujours dressés face à eux la CGT, ses organisations et ses militants. Jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement s'il le faut, nous combattrons pour la paix et la coopération entre les peuples. Car les conditions de la guerre semblent à nouveau se réunir et les impérialismes semblent faire leur retour. Les conditions de la guerre semblent même souhaitées par les plus stupides, voire fabriquées par les plus avides. Le président français veut donc créer la peur et offrir à la population un ennemi face auquel il faudrait défendre la démocratie, accepter la fin de ce qu'il reste de modèle social français et avancer sans le dire vers une Europe fédérale, jusque-là rejetée par les peuples. Le prix Nobel de la paix en 2017 a raison de souligner qu'aujourd'hui, les termes de guerre et de paix sont prononcés à la légère. Quelle légèreté ahurissante pour le ministre des Affaires étrangères français, responsable de la diplomatie, donc des relations avec le reste du monde, celui qui est censé être garant du dialogue avec les autres pays, quand il dit que si le ministre russe l'appelle, il ne décroche pas le téléphone. C'est entre les mains de ces gens-là que tient le sort des peuples. Mais quoi de plus logique si ces gens-là, comme le président de région, ne voient en ça que des opportunités. Honte à eux. Car la guerre n'est pas une opportunité. La guerre, ce sont des morts, des souffrances, des déchirures, des mutilations. La guerre, ce sont des massacres, des bombardements, des ruines, des orphelins. Ce sont des hommes et des femmes qui n'y sont rien, qui tuent d'autres hommes et femmes qui n'y sont rien, qui n'y sont pour rien. Ce sont des atrocités et des trahisons. La guerre, ce sont des monuments aux morts et des haines durables qui s'installent entre les peuples. La guerre, c'est tout ça et bien pire encore. Ce n'est pas une abstraction, mais bien la réalité quotidienne que vivent entre autres les peuples palestiniens et ukrainiens, qui payent au prix fort la folie de l'OTAN. Répétons-le à l'envie, aucun des nôtres n'a un intérêt quelconque à ce genre de guerre. Car ce qui se joue en ce moment, c'est sans doute une recomposition de la mondialisation. Le capitalisme en crise cherche à se régénérer par de nouveaux marchés issus des nouvelles technologies. Il lui faut donc ouvrir ces marchés par la force dans des logiques impérialistes. Pour cela, la guerre est un moyen. Elle permet l'accès aux minerais des terres rares indispensables aux nouvelles technologies. Ces terres sont en Ukraine, au Canada, au Groenland. La guerre permet la maîtrise des voies de communication, comme à Panama ou sur les nouvelles routes de la soie. Et la guerre instaure de nouvelles relations commerciales entre États. Les États-Unis semblent aussi entrer dans l'ère du techno-féodalisme. Les puissances financières ne s'encombrent même plus d'utiliser les partis politiques pour servir leurs intérêts prédateurs. Elles ont décidé d'exercer directement le pouvoir. Et on se retrouve en tribune avec un Elon Musk et son sale bras tendu de sale nazi. Qu'ils sachent que face à tous leurs bras tendus, ils trouveront toujours les poings levés des militants de la CGT. Dans l'économie numérique, les capitaux se concentrent sur la prédation. Et cela constitue une politique, y compris une politique étrangère, pour contrer l'influence de la Chine. Les industriels européens ne s'y trompent pas et ont lancé une ruée vers l'or américain. Pour la première fois, les investissements européens aux États-Unis dépassent le volume de leurs investissements en Europe même. On est donc bien loin du patriotisme lyrique agité par le président des riches. Il leur faut donc amplifier la dérégulation à tous les étages, détruire les droits sociaux et museler les peuples en favorisant les pouvoirs d'extrême droite, comme en Hongrie, en Italie, en Turquie et dans tant d'autres pays. Ici aussi, la démocratie leur pose problème et la répression s'abat sur les militants ou les locaux syndicaux. Les faibles règles des relations internationales leur apparaissent aussi comme des freins, et plus personne ne se soucie de l'existence même de l'ONU,
Le capital, s'il n'en a jamais été autrement, ne fait désormais plus semblant et l'unilatéralisme s'affirme sans complexe. Dans ce monde de prédation qui a toujours été celui du capitalisme mondialisé, la seule nouveauté réside peut-être dans le fait que désormais, les chefs d'État européens ont basculé dans le camp des proies. On est donc loin de la défense de la démocratie. Mais leur réponse est toujours la même, par l'escalade guerrière et les milliards à l'armement lancés par la présidente de la Commission européenne. Appâté par l'odeur de l'argent sale, le président de la région a été le premier à se précipiter. Il a annulé toute séance démocratique pour réunir sa sinistre agora. Quelle indécence, quelle nausée. Cette escalade guerrière est la même que celle qui a provoqué l'assassinat de Jean Jaurès et les millions de morts de la Première Guerre mondiale. Et cette fois, des dirigeants irresponsables jouent avec la menace du feu nucléaire. Quel déshonneur! Si je dis ça, c'est pour nous rappeler que dans ce contexte, la bataille de l'opinion publique va être féroce, mais peut-être déterminante. Et là encore, la responsabilité de la CGT est historique. Et sa voix doit résonner de toute sa puissance face au déferlement des nationalismes. Non, la guerre n'est pas la solution. L'enlisement du conflit en Ukraine montre qu'il ne peut y avoir de solution par les armes. Oui, la paix est le plus grand des combats. C'est donc là aussi de rupture dont ont besoin les travailleurs. Porter fort la question des coopérations, du rôle de l'OSCE, de l'ONU, porter la question du désarmement et de la diplomatie, et revenir au processus de dénucléarisation d'Helsinki. Au moment où on donne le prix Nobel de la paix à l'association japonaise des survivants de la bombe atomique, il nous faut pousser à la mise en œuvre du traité d'interdiction des armes nucléaires et à la destruction des 9500 ogives encore existantes. Reprenons le beau slogan des cheminots de notre région. Paix, humanité et solidarité. Oui, la paix doit être la priorité qui écrase toutes les autres. Et dans ce cadre, nos organisations internationales, toutes nos organisations internationales, doivent pouvoir œuvrer à la réponse internationaliste des travailleuses et des travailleurs, et notamment le 1er mai. Car les logiques impérialistes font voler en éclats tout cadre collectif. Les alliances deviennent instables et volatiles. Il faut donc en effet sans doute relancer une vraie politique de défense, mais l'instabilité des alliances au sein même de l'Europe, minée par l'extrême droite, impose le besoin d'une défense nationale. C'est pourquoi nous ne partageons pas l'idée qu'il faille mettre en place une défense européenne pour installer à marche forcée une sorte d'Europe fédérale. Il est vital d'avoir une politique de défense nationale, souveraine et indépendante de l'OTAN, qui doit d'ailleurs disparaître. La CGT propose donc un pôle public national de défense qui permette une réappropriation et une maîtrise publique des politiques d'armement. Et c'est urgent, mes camarades. Il nous faut surtout dénoncer cette guerre des milliardaires, cette guerre des affairistes. Au soir de l'allocution du président français, les actions de Dassault ont gagné 14%, et celles de Thales 16%. Et les luttes des camarades de Thales à Nice, de Eurenco à Sorgues, ou de Naval Group à Toulon montrent que cet argent n'est pas prévu pour les salariés, mais bel et bien encore pour gaver le patronat. C'est donc tout cela que nous sommes venus répondre ce soir, à tous ceux qui se sont précipités derrière les murs de l'hôtel de région pour entendre comment encore faire plus de fric sur le malheur des gens. C'est surtout tout cela que nous devons porter dans les ateliers, dans les services, auprès de nos collègues de travail, qui subissent chaque jour la déferlante de la propagande guerrière. Encore une fois, la classe ouvrière ne peut compter que sur elle-même pour éviter le péril. Soyons fiers et portons avec puissance la parole de la CGT contre le fascisme et contre la guerre. Car si, comme ils disent, notre région est la plus militarisée de France, alors la CGT s'engage à tout faire pour que la région devienne aussi la plus pacifiste. Oui, la bataille de l'opinion publique sera féroce, mais sans doute déterminante. Et la CGT mènera partout cette bataille, consciente que les choses ne sont pas écrites d'avance, que les drames ne sont pas une fatalité, et que le salut est toujours, oui, toujours dans l'action collective. Car nous savons, comme le disait Jean Jaurès, qu'il vient de loi de la guerre qu'aucune action prolétarienne ne peut fléchir.
Ces mots de Jean Jaurès nous donneront la confiance et la force de rassembler les nôtres, ceux qui partagent notre condition d'exploiter, pour que les souffrances des peuples reculent et que la paix triomphe enfin partout. Maudite soit la guerre, vive la paix et la solidarité internationale des travailleurs, et vive la CGT. Ouais. Merci Patrice. Je vais maintenant donner la parole à Jérémy Zoukeli, secrétaire de l'Union départementale des CGT des Bouches-du-Rhône. Camarades, merci d'avoir répondu présent à ce rassemblement initié par l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône avec comme mot d'ordre « On va vous faire la paix ». Parce que oui, au vu de la situation internationale, européenne, nationale et régionale aussi, il est temps qu'une voix forte se lève pour exiger et construire la paix. Notre union départementale s'ancre dans l'histoire du mouvement ouvrier de celles et ceux qui ont refusé en 1914 l'union sacrée et les prises de position guerrières et chauvinistes. De celles et ceux qui ont rejoint la résistance en 1940. De celles et ceux qui ont combattu et agi contre les guerres coloniales tant en Indochine qu'en Algérie. Nous tentons de tenir le flambeau allumé de tous celles et ceux qui n'ont eu de cesse d'expliquer les mécanismes du capitalisme, de construire le rapport de force pour la rupture indispensable avec le désordre du monde, l'accumulation des profits, l'exploitation et l'épuisement de l'homme et de la nature. Nous ne savons que trop ce qu'a coûté à notre classe les appels à l'union sacrée et les guerres, des millions de morts, le partage des richesses entre capitalisme et la montée du fascisme. Nous avons face à nous tous les éléments qui conduisent à la guerre. Pouvoir autoritaire, dérive personnelle du pouvoir, patronat à l'offensive pour accumuler la totalité des richesses produites, inflation galopante, capitalisme qui n'en finit pas d'être en crise, bulle financière, néocolonialisme avec comme base la raréfaction des ressources et des matières premières. Pour reprendre les paroles du sous-commandant Marcos, qui a alerté dès 1997, la scène planétaire est transformée en nouveau champ de bataille où règne le chaos. Et une fois de plus, les vieilles rengaines se font entendre. À force d'avoir été répétées ad nauseam, le plus grand nombre n'est dupe. Ainsi, nous est resservi à longueur de discours et de programme un nouvel axe du bien contre le mal. Mais le fameux axe du bien a du plomb dans l'aile, car il est bien le même que celui qui piétine la Palestine et laisse se dérouler un génocide. C'est aussi celui qui apporte un soutien indéfectible à l'Arabie Saoudite, qui envahit et massacre l'État souverain du Yémen. Cet axe du bien qui crée des guerres sur tous les continents et met le monde à feu et à sang. Aux yeux de toutes et tous, il est démontré chaque jour que le problème fondamental dans la guerre en Ukraine n'est ni le respect des conventions internationales, ni le souci du manque de liberté en Russie et en Ukraine, ni les droits pétinés du peuple russe et du peuple ukrainien. Mais, comme ce qui est recherché n'est ni la vérité, ni des arguments rationnels, tout peut être déroulé sans honte. Ne perdons pas de vue que parmi les manias de la presse, nous retrouvons ceux de l'armement ou de l'énergie. Juste deux exemples qui l'illustrent. Le groupe Dassault et les armes, le groupe Bolloré et la distribution de l'énergie. La guerre ne profitera qu'aux grands patronats, aux grands groupes industriels et aux spéculateurs en tout genre. Ils glorifient une guerre qui va leur permettre d'emmagasiner des profits au sein de leur propre outil de propagande médiatique. Quand ils hurlent « livrons des armes », ils en engagent l'argent de leur production et de leur acheminement. Se désintéressant de tout, sauf de leurs profits, ils entretiennent donc l'escalade meurtrière et guerrière. Et pour cela, ils peuvent compter sur les alliés porte-parole autoproclamés du patronat et de l'accumulation des profits. L'Union européenne, bien sûr, le chef d'État Emmanuel Macron, ses admirateurs aînés, comme le président de la région Renaud Meselier, et là, à leur suite, tous les va-t-en-guerre qui, rappelons-le, eux, jamais ne la font, ni n'y envoient leurs enfants. Ça glose sur les plateaux télé et radio, ça roule des épaules dans les hémicycles, ça multiplie les provocations en conférences de presse, mais toujours avec la certitude absolue
que la bonne société restera à commenter au chaud dans son salon l'effet des bombes et la réalité crue de la guerre. Puis, elle viendra nous livrer le décompte des morts pour ensuite venir sangloter lors d'hommages posthumes. Ceux qui se rêvent des grands généraux n'ont aucune idée de ce qu'est un champ de bataille. Ceux qui ordonnent les constructions de bombes, tanks, missiles, balles, fusils, et qui planifient leur acheminement n'ont que faire des peuples sur lesquels tout cela s'abat. Les guerres auxquelles nous devons faire face n'ont qu'une seule logique: asseoir le pouvoir de certains, remettant ainsi en cause les libertés de toute nature, les démocraties, la santé des populations, les droits des travailleurs et travailleuses. Une seule logique donc, celle de maintenir la rentabilité du capital par tous les moyens. Nous leur disons non. Nous ne serons pas de celles et ceux qui fabriquent et acheminent les engins de mort qui tueront nos frères et sœurs d'autres pays. Non, nous ne serons ni de la chair à canon, ni des outils de leur accumulation des profits. Non, nous ne sommes pas dupes de ce qui se trame et de la réalité de l'économie de guerre. Économie de guerre, terme assumé et politique menée depuis qu'Emmanuel Macron l'a autoproclamé en 2022 au salon Eurosatori. Économie de guerre qui est déjà le prétexte au sabrage, encore et encore, de notre protection sociale, de nos services publics. Économie de guerre qui permet la mise au pas, la surveillance généralisée, la criminalisation des opposants. La fameuse ère nouvelle est donc bien celle de l'accentuation de ce qui est déjà mené, la montée en puissance et la tentative d'y donner une musique différente. Oui, on va réindustrialiser, mais pour la guerre. Oui, on va trouver les milliards, mais pour l'OTAN. Oui, on ne va pas respecter les critères européens qu'on impose, mais vous le rembourserez ensuite, tout comme le plan Merkel-Macron. La nouvelle ère est principalement celle où le capital tente de trouver la solution pour concilier le soutien au président ukrainien tout en restant dans les bonnes grâces de l'oncle Sam et en sauvant l'OTAN. La solution est toute trouvée. Une économie de guerre pour produire et écouler des armes tout en faisant payer l'addition par une cure d'austérité. Le 7 janvier, la partition a été donnée par le président des États-Unis. Désormais, les pays membres de l'OTAN devront consacrer à leur défense non plus 2, mais 5% du PIB. Immédiatement, les ministres des Affaires étrangères lituaniens, estoniens, polonais déclaraient y souscrire pleinement. Et de son côté, Madame von der Leyen promettait de créer des nouvelles flexibilités pour plus d'espace budgétaire pour les investissements de défense. Les 850 milliards d'euros débloqués en urgence étaient déjà planifiés. Ils correspondent exactement à la somme exigée par Donald Trump. Pour la France, la pilule est sévère. Il s'agit d'augmenter de 90 milliards son budget de la défense, qui passerait ainsi à 140 milliards. Pour l'avoir en tête, en 2017, le budget de la défense s'élevait à 33 milliards. 140 milliards, ce sont plus que les budgets de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche réunis. Nous assistons bien à la militarisation de notre pays et de l'Union européenne. Et pour savoir qui va financer ce grand réarmement, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a la solution toute trouvée. Pour protéger, je cite, pour protéger notre liberté, notre prospérité et notre mode de vie, vos responsables politiques doivent vous écouter. Dites-leur que vous acceptez de faire des sacrifices pour que nous puissions rester en sécurité. Et connaissant le personnage, nous savons la nature des sacrifices qu'il a imposés en tant que Premier ministre des Pays-Bas. Rasage des dépenses dans l'éducation, la santé, la culture, augmentation de l'âge de départ à la retraite à 67 ans, réduction des allocations chômage, hausse de la TVA et gel des salaires des fonctionnaires. Contrairement à ce que nous pouvons lire en prélude de certains films ou séries, nous pourrions dire que toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne sont pas fortuites. Ce qui nous est annoncé est donc très clair. Alors, nous avons la nécessité de riposter et d'être fermes. La période n'est pas à des compromis. De toute façon, pour celles et ceux qui y seraient tentés, nous avons face à nous des gens qui, eux, n'en veulent pas, ils avancent ouvertement et leur feuille de route est limpide. Il faut donc dire les choses clairement. Non, nous ne voulons pas d'une économie de guerre.
Nous voulons être les artisans de la construction de la paix. L'industrie doit servir à répondre aux besoins de la population et à la nécessaire transition écologique. Par exemple, avec le coût de la fabrication et d'acheminement d'un missile, tous les CHU pourraient être dotés d'IRM. Pour nous, le choix est simple, c'est celui de la santé. Car non, la paix ne se prépare pas avec un plan d'armement où hier soir encore, le président de la République annonçait vouloir bâtir une paix solide et durable en livrant des missiles et tanks pour un montant de 2 milliards d'euros. Nous disons également clairement que non, la paix ne se construit pas en méprisant les protagonistes de la guerre et en désignant des boucs émissaires. Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat en Ukraine et le respect de la voie diplomatique. Quand on signe un accord de paix, il faut créer les conditions pour qu'elle soit durable. Pour cela, nous le disons, il faut en finir avec l'outil guerrier qu'est l'OTAN. Avant d'obtenir sa totale dissolution, la France doit en sortir immédiatement, sans intégration dans une défense européenne. Nous le redisons, nous ne laisserons pas nos jeunes partir à la guerre, et nous ne laisserons pas nos aînés travailler jusqu'à l'épuisement. Les travailleurs et travailleuses peuvent ouvrir la voie du progrès social, en prenant leur destin et celui du pays en main. Le 3 avril, allons chercher partout des arrêts de travail. Le 1er mai, envahissons les rues, camarades. Bravo! Bravo! Bravo!